Donc, petite vidéo pour faire des révisions de physiopathe, c'est-à-dire les choses à connaître pour les partiels. Donc, d'une part, en s'appuyant sur la séance de révision pour le programme, et d'autre part, avec des compléments de la part du collège pour mieux comprendre. Parce qu'il y a aussi la partie sémiologie qui n'est pas forcément très claire et qu'il faut quand même avoir en tête. Donc, on va commencer par l'hyponatrémie. Donc ce schéma, il rappelle en fait la physiologie derrière ce qui se passe. Donc on a un excès d'eau par rapport au sel, puisqu'on rappelle que lorsqu'on a des troubles de l'hydratation intracellulaire, comme l'hypo ou l'hypernatrémie, c'est un excès ou un manque d'eau, et quand c'est un trouble du secteur extracellulaire, c'est un manque ou un excès de sel. Donc ici, on est sur de l'hyponatrémie, on va avoir trop d'eau par rapport au sel, donc l'osmolalité du compartiment extracellulaire, elle va diminuer, ce qui va provoquer des mouvements d'eau pour compenser au sein du compartiment intracellulaire, qui va augmenter en volume. Bon, ça c'est des notions assez simples. C'est juste pour faire un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que l'hyponatrémie. C'est une hyperhydratation intracellulaire. Et voilà. Donc la clinique, ça ce sont des éléments que j'ai ajoutés justement pour la sémiologie parce que il faut se dire que peut-être qu'on aura à faire des analyses de cas sur certains symptômes. Donc, quels sont les symptômes de l'hyponatrémie? Donc, ce sont des choses finalement assez spécifiques, puisqu'on a des nausées, confusions, céphalées. Et puis après, quand ça devient plus sévère, vomissement, détresse cardio-respiratoire, somnolence, comitialité, troubles de la conscience et coma. Donc, voilà. En gros, on est un peu confus, on a des nausées, on a mal à la tête. C'est à peu près ce qu'on a sur des hyponatrémies. Enfin, sur les étiologies, sur l'arbre diagnostique. Alors, il y a deux arbres diagnostiques qui sont proposés. Il y a celui du prof qui est là, alors que je trouve moins lisible, mais en fait, c'est la même chose que celui du collège, à la seule différence qu'ils évaluent le compartiment extracellulaire avant l'osmolalité urinaire. Ce qui évidemment se discute, mais ça revient en fait à peu près au même. Donc, pour faire point par point, donc, vous avez une hyponatrémie, donc vous détectez dans le sang une concentration en sodium inférieure à 135. Donc, on va déjà se demander si cette hyponatrémie, pardon, elle est vraie ou elle est fausse. Donc pour ça, on va faire une mesure de l'osmolalité plasmatique, c'est-à-dire les osmoles. Les osmoles, qu'est-ce que c'est? Ce sont des éléments à l'intérieur du sang qui vont avoir une action tonique sur les parois vasculaires et cellulaires, et cette action tonique va provoquer ou non des mouvements d'eau. Donc, si jamais on a une osmolarité qui est normale, ça veut dire que on a eu une baisse de l'osmolarité en sodium, une baisse de la natrémie, mais qui en fait est compensée par une hyperlipidémie ou une hyperprotidémie. Donc, on se place dans le cas d'une hyponatrémie, d'une fausse hyponatrémie. Ensuite, si on a une hyponatrémie hypertonique, c'est qu'on a d'autres osmoles qui se sont ajoutés en plus des osmoles classiques qu'on trouve dans ces cas-là, c'est-à-dire d'une hyperglycémie, des solutés hyperosmolaires, etc. Bon, tout ça, c'est pas forcément très intéressant, mais c'est juste pour se dire que si on a une osmolalité plasmatique qui est normale ou augmentée, on se place dans le cas d'une fausse hyponatrémie. Maintenant, si l'hyponatrémie est basse, pardon, si l'osmolalité est basse, on se place dans le cas d'une vraie hyponatrémie parce que on a moins de sodium, mais on a aussi moins d'osmol. Donc il y a vraiment un problème d'osmolalité. Donc deuxième étape, on va se demander maintenant qu'est-ce que c'est que l'osmolalité urinaire. Si l'osmolalité urinaire, elle est faible, eh bien, ça veut dire que le rein, il a essayé de s'adapter, il a essayé de diminuer sa concentration en sodium pour compenser l'hyponatrémie sanguine. Et donc, on se place dans ces deux situations, polydipsie et le syndrome Tientos. Donc, pour rappel, la capacité de dilution du rein est de 60 milliosmoles par kilo. Donc, lorsque on a des apports qui sont de 600 milliosmoles par kilo en moyenne, si vous buvez plus de 10 litres par jour, vous allez atteindre les capacités maximales de dilution du rein et donc vous allez avoir un excès d'eau au sein de votre organisme qui va provoquer une hyponatrémie. Le syndrome Thien-Tost, c'est l'inverse, c'est juste qu'on n'a pas assez de sodium et donc en comparaison, on va prendre trop d'eau par rapport au sodium et le rein va devoir diluer à fond son urine. Donc ça, ce sont des situations qui sont particulières parce qu'elles sont vraiment dues au mode de vie
et le rein va tout faire pour essayer de s'adapter. Mais la situation la plus intéressante, c'est lorsque le rein n'arrive pas à s'adapter, et donc que l'osmolalité urinaire est augmentée. Eh bien, on va évaluer le compartiment extracellulaire, parce que ce compartiment extracellulaire, il va nous dire quelles sont les causes qui auraient provoqué une augmentation de la quantité d'eau par rapport à la quantité de sel. S'il est diminué, ça veut dire qu'on a une déshydratation extracellulaire et qu'on va juste perdre plus de sel que d'eau. Tout simplement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Donc on est dans ces situations. Et en fait, pour savoir si ces pertes de sel et d'eau, elles sont plus rénales ou extra-rénales, on va faire un calcul de la natriurèse avec une valeur seuil de 30 millimoles par litre. Donc si jamais on a une natriurèse qui est faible, ce qui signifie que le rein a essayé de s'adapter en limitant son excrétion de sodium, et ben ça va être plutôt extra-rénal et c'est l'inverse sur une natriurèse qui a augmenté. Ensuite, si jamais votre volume extracellulaire est normal, ça veut dire qu'en fait on a une situation où il y a juste trop d'eau qui est réabsorbée, qui est retenue par l'organisme sans forcément avoir le sel qui suit derrière. Cette situation, c'est celle du SIADH qu'on trouve dans beaucoup de situations pathologiques. C'est le syndrome donc, qui va euh, faire que trop d'ADH est sécrété. Donc dans l'hypothyroïdie, l'hypocortisolisme, pardon, c'est ce qui est cité ici, mais il y en a bien d'autres, notamment dans les tumeurs. Et on trouve une natriurèse qui est augmentée, ce qui signifie que le rein n'est pas forcément, enfin ne s'adapte pas non plus à cette situation, parce qu'en fait on a un dérèglement donc de tous les systèmes de régulation d'eau dont fait partie l'ADH. Donc ça c'est la situation en fait, enfin justement en sémiologie dans un cas il faut faire attention justement aux antécédents du patient. S'il a effectivement des pathologies qui pourraient provoquer ce SIADH, il faut directement faire le lien et se dire que peut-être que cette hyponatrémie elle y est liée. Ensuite, une augmentation du compartiment extracellulaire, c'est dans les cas qu'on connaît, c'est-à-dire dans les cas d'hypovolémie efficace, contrairement ici au cas d'hypovolémie vraie, d'insuffisance cardiaque, cirrhose hépatique, syndrome néphrotique, insuffisance rénale. Donc ici, en fait, on va avoir d'autres secteurs avec de l'eau. Donc, par exemple, hein, on sait que dans le syndrome néphrotique, on a des œdèmes, donc on va avoir une rétention d'eau au sein des œdèmes, donc une augmentation du compartiment extracellulaire, sauf que il va aussi y avoir tout un processus d'insuffisance rénale, ce qui va faire que le rein et le corps va se dire je vais réabsorber de l'eau. Donc en fait, on va réabsorber trop d'eau par rapport à la quantité réelle et on va se placer dans des situations d'hyponatrémie. Tandis que ici, il n'y a vraiment pas assez d'eau, il n'y a pas de troisième secteur, mais c'est juste que on est dans une situation où on va perdre plus de sel que d'eau. Donc par rapport à ce que dit le prof, où il place donc cette étape-là avant celle-là, c'est juste qu'en pratique, il est plus compliqué de faire une osmolalité urinaire, parce que bon, il y a quand même des examens à faire, parce que évaluer les compartiments extracellulaires, ça prend 2 secondes, on fait donc les tests d'hypotension, etc. Là, on va d'abord voir si jamais le compartiment extracellulaire il est normal, pas normal, etc. Et ensuite, on va voir si on a une osmolarité urinaire qui est inférieure à 100 et on va regarder si on a un T-toast ou une polyurie polydipsie. Moi, je trouve quand même que ce schéma est beaucoup plus clair pour comprendre, même s'il n'est pas forcément extrêmement simple. Ensuite, deuxième cas, l'hypokaliémie. Donc ici, je vous ai fait des rappels sur comment est-ce que le corps va gérer le potassium. Donc ce potassium, il y a différents systèmes de régulation internes, donc les catécholamines, donc tout ce qui est adrénaline, etc., qui vont diminuer la kaliémie. L'insuline, pareil, ça diminue la kaliémie. On sait qu'après un repas, on va avoir beaucoup de potassium qui vont être amenés par l'alimentation, etc. Donc l'insuline doit faire en sorte de diminuer cet afflux de potassium au sein des cellules. Donc ensuite, pour l'acidose métabolique, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'on va en gros avoir trop d'ions H+, dans le secteur extracellulaire. Et parce qu'on a trop d'ions H+, dans le secteur extracellulaire, on va vouloir le compenser. Donc on va en fait un petit peu bloquer cette pompe que vous connaissez. Et du coup, on va empêcher l'entrée de potassium pour compenser le fait qu'on ne veut pas excréter encore plus d'H+, dans le milieu extracellulaire. Donc, on va plutôt se placer dans une hypercalémie.
C'est plutôt métabolique parce que dans la respiratoire, on va avoir des catécholamines en plus qui vont être sécrétées pour compenser tout le truc. Et voilà. Bon, et après, il y a d'autres cas que je ne vais pas détailler parce que c'est un peu trop complexe, c'est pas forcément le sujet ici. Ensuite, on a d'autres systèmes que ces trois systèmes-là qui sont très importants à connaître. On a l'aldostérone, puisqu'on sait que l'aldostérone, ça fait partie du SRA. Et lorsque le SRA est donc stimulé dans des situations d'hypovolémie, etc., on va avoir de l'aldostérone qui va venir pour retenir le sel, l'eau, mais en contrepartie qui va venir excréter beaucoup plus de potassium, notamment au niveau de la cellule rénale, avec donc plus de canaux Na pour faire entrer le Na, mais aussi plus de canaux K+, pour le faire sortir. Donc en fait, pour faire rentrer du sodium, on va faire sortir du potassium, et c'est pour ça que l'aldostérone va diminuer la calémie. Donc la clinique, sans rentrer dans les détails, parce que de toute façon c'est sur le diaporama, mais on a certains signes qui vont dire qu'on est dans un cas d'hypocalémie. Donc l'hypocalémie, c'est le fait qu'on est on va avoir des problèmes d'excitabilité. Donc dans le cœur, on dit qu'on a une hyperexcitabilité. Ici, on pourrait dire au niveau digestif que la constipation, l'iléus, le retard du transit, c'est parce qu'on a une trop grande excitabilité de ces cellules musculaires qui vont faire qu'on va avoir du mal à ce que tout ça, ça passe. Et puis après, évidemment, au niveau musculaire, on a différents signes plutôt aspécifiques, mais il faut retenir cette paralysie qui va évoluer de manière ascendante, et lorsque elle va arriver tout en haut au niveau du diaphragme, au niveau des muscles respiratoires, etc., ça va être quelque chose de plutôt très grave. Donc il faut savoir le repérer, il faut savoir que cette paralysie, ça peut être à cause de l'hypocalémie. Ensuite, dans les signes rénaux, on a la néphropathie hypocalémiante avec ces trois signes, le syndrome polycydique, l'alcalose métabolique, néphropathie interstitielle chronique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la physiopathologie parce que c'est pas non plus quelque chose que je pense est forcément super important, mais quand même savoir que une hypocalémie donne une néphropathie. Les modifications ECG, ça pour le coup, ça peut beaucoup plus facilement tomber sur un QCM. On est dans un état d'hyperexcitabilité cardiaque. C'est-à-dire qu'en fait, le cœur va avoir du mal à se repolariser, contrairement à l'hypercalémie. Donc, vu qu'il a du mal à se repolariser, le segment ST, ici, il va être sous-décalé parce qu'en fait, on va avoir du mal à se repolariser, donc ça va avoir du mal à remonter. Pareil, l'onde T, vu qu'on a du mal à repolariser, elle va être plutôt plate. Et puis inversé, l'onde U, elle va augmenter physiologiquement dans les territoires où elle existe déjà V1, V2, et apparition en V3 et D2. Donc ça, c'est surtout intéressant de comprendre qu'elle est physiologique en V1, V2. Donc si elle apparaît, c'est pas pathologique. Il faut surtout qu'elle augmente pour dire que c'est pathologique. Ensuite, on a des arythmies forcément parce qu'on a une hyperexcitabilité. Donc si on a une hyperexcitabilité, on va avoir des arythmies qui sont écrits là, que je ne vais pas citer, etc. Maintenant, le point le plus important, c'est les étiologies des hypocalémies. Pourquoi est-ce qu'on a des hypocalémies? Eh bien, on va, comme pour l'hyponatrémie, raisonner par des schémas logiques. Donc, premièrement, on va se demander s'il n'y a pas une redistribution, c'est-à-dire des mécanismes qui vont faire qu'on va avoir le potassium qui va passer d'extra en intracellulaire. Donc, ces mécanismes, on les a cités tout à l'heure, c'est l'insuline, tout ce qui est adrénergique, mais aussi la formation donc de nouvelles cellules qu'on va avoir par exemple dans les régénérations cellulaires et lorsqu'on va synthétiser de l'hémoglobine, etc. Donc ça, vu qu'on a un transfert de potassium vers l'intracellulaire, ça va diminuer la calémie. C'est évidemment la première chose qu'on élimine parce que c'est entre guillemets le plus simple. Une fois qu'on a éliminé ça, on va se demander où se situe la perte de calémie. Est-ce que c'est au niveau du rein ou pas? Si le comportement rénal est approprié, c'est-à-dire avec une kaliurèse inférieure à 20, on va se dire que le problème de potassium vient soit d'une carence d'apport, soit d'une perte dont les causes sont écrites ici, que je ne vais pas détailler. Plus intéressant, si jamais le rein est inapproprié, le comportement du rein est approprié, on va se poser dans deux situations. Premièrement, l'hypertension, parce que
on connaît ce système de SRA et cette aldostérone. C'est pour ça qu'il faut bien avoir en tête les systèmes de régulation de la calémie. On sait que le SRA va provoquer donc plus d'aldostérone, donc plus d'entrée intracellulaire de potassium. Donc si on est dans une hypertension, ça va quand même nous orienter vers ce SRA. Donc après, on va doser la rénine pour savoir si le problème il se situe plus au niveau justement de problèmes d'insuffisance circulatoire, d'insuffisance rénale, etc. Ou au niveau plus de la surrénale et des sécrétions d'aldostérone directement. Donc c'est des causes qui sont mises. Alors, ce n'est pas des choses qui sont très détaillées dans le cours qu'on a eu de révision. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément, les causes soient forcément toutes à bien comprendre et connaître. Mais il faut au moins connaître le fait que l'hypertension va plutôt orienter vers une activation du SRA. Tandis qu'à l'inverse, lorsque on a une tension qui est normale ou basse, on va s'intéresser à quels sont les autres mécanismes qui peuvent modifier l'académie. Et on les a vus tout à l'heure. On avait l'insuline qui est là, les catécholamines qui sont là, le SRA qui est là. Et donc, il reste les mécanismes d'acidose. Donc, l'acidose métabolique, ça peut provoquer une hypocalémie. On l'a vu parce que, encore une fois, à cause de cette pompe qui est là. Mais il y a aussi d'autres situations qui sont beaucoup plus complexes à comprendre. L'alcalose métabolique. Alors l'alcalose métabolique, on va se demander si elle est plus d'origine rénale ou d'origine extra-rénale, cette alcalose métabolique. Je pense que la meilleure manière de retenir, c'est de se demander comment est-ce que cette alcalose métabolique peut être d'origine extra-rénale. C'est lorsqu'on va vomir. Lorsqu'on va vomir, on va on va perdre du H+ au sein de son estomac, donc on va excréter du HCl. Vu qu'on va excréter du HCl au niveau digestif, on va avoir besoin d'H+. Cet H+, il est fait par l'hydratation de l'acide carbonique, qui est composé d'H+ et de bicarbonate, pour être simple. Donc, on va avoir du coup besoin de cet acide carbonique. On va prendre le H+, et on va rejeter beaucoup plus de bicarbonate. Donc, si on rejette beaucoup plus de bicarbonate, on va être dans le cas d'une alcalose. Et parce qu'on va être dans le cas d'une alcalose, et de trop de bicarbonate, on va excréter donc au niveau rénal du bicarbonate, et vu qu'on va excréter au niveau rénal du bicarbonate, on va réabsorber moins de K+, pour avoir cette sorte d'électroneutralité pour compenser en fait le fait d'avoir trop de bicarbonate. Donc il y a d'autres manières de le comprendre parce qu'en fait c'est des systèmes qui sont tous très intriqués, mais retenir que si jamais on a une chlorurie qui est basse, ça veut dire que l'alcalose métabolique, elle n'est pas d'origine urinaire, elle est d'origine plutôt digestive. Dans des situations où on va perdre du chlore au niveau digestif, soit parce qu'on a vomi, et il faut excréter du HCl, donc on sécrète du H+, et on a vu un petit peu la physiopathologie qui va faire que ce H+ perdu au niveau digestif, on va le retrouver au niveau rénal. Et aussi dans des situations comme des diarrhées à chlore, donc on va perdre du chlore dans les diarrhées et ça va être le même système. Si on perd des H+, ou si on perd des chlores au niveau digestif, il va falloir le compenser et on va se retrouver dans la même situation. Maintenant, si jamais on a une chlorurie qui est haute, ça veut dire que c'est au niveau rénal qu'on va perdre le chlore et pas au niveau digestif. Pour faire simple, on va se dire que c'est les mêmes mécanismes. Par exemple, les diurétiques qui vont donc empêcher la réabsorption du chlore. Le potassium ne va pas passer pour des raisons d'osmolalité, etc. Et on va se retrouver en hypocalémie. Donc ça, c'est des situations qui ne sont pas faciles. Je ne pense pas forcément que on soit forcément interrogé sur les causes précises, mais au moins comprendre le fait que la chlorurie indique dans ces situations d'alcalose métabolique si l'alcalose métabolique et l'hypocalémie plutôt d'origine rénale ou extra-rénale. Donc ça, c'est son diapo qui est... en fait, c'est encore une fois à peu près la même chose, mais simplifié. Là, on a l'HTA, là, on n'a pas l'HTA. Et en fait, ici, on va se demander si on est en acidose métabolique ou pas. Et voilà. Mais en fait, c'est à peu près la même chose. C'est juste que là, en fait, la chlorurie, directement, on dit que si la chlorurie est basse, on a les vomissements. Et là, si la chlorurie est haute, ça va plutôt être d'origine rénale. Après, si vraiment vous ne voulez pas comprendre exactement comment ça marche, on peut juste en mnémotechnique, on se dit la chlorurie est haute, donc c'est que le rein, il excrète beaucoup du potassium pour l'hypocalémie, et donc la chlorurie aussi. Dernier cas,
Dernier cas qui peut aller un peu plus vite parce qu'en fait, en ayant connaissance des points qu'on a vus juste avant, et ben, la compréhension est plus simple, c'est l'acidose métabolique. Donc, le schéma, il est là, on va le suivre justement pour le diagnostic. Donc, premièrement, on trouve l'acidémie, donc inférieure à 7,38. Bon, ça c'est simple, hein, c'est avec la gazométrie. Ensuite, on va dire qu'elle est métabolique parce qu'on va avoir trop peu de bicarbonate inférieur à 22 et c'est pas une acidose qui est d'origine respiratoire parce que les CO2 n'est pas spécialement augmenté. On rappelle que la norme pour les CO2 c'est de 40 et pour le bicarbonate on est plutôt sur 24, 26 voilà, millimoles par litre. Donc lorsqu'on est dans l'acidose métabolique, on se demande directement quel est le trou anionique. Donc, le trou anionique, il va nous permettre de distinguer deux situations. Mais avant de distinguer ces situations, justement, on va revenir sur qu'est-ce que c'est que le trou anionique. Le trou anionique, il répond au principe d'électroneutralité. C'est-à-dire qu'au sein du plasma, on a autant de cations, donc les ions positifs, que d'anions, les ions négatifs. On va doser au sein du plasma différents cations anions. On va doser le sodium, le chlore et le bicarbonate. Mais en fait, on a plus de cations que d'anions dans cette situation. En fait, on aura un petit trou qu'on ne va pas doser. C'est pour ça que si on fait les cations moins les anions, ce sera toujours un petit peu positif, autour de 14-16. C'est ce qu'on appelle le trou anionique normal. C'est la situation physiologique. Maintenant, si on est en acidose métabolique, on sait que c'est métabolique, donc on n'a pas assez de bicarbonate. Donc parmi les anions, le bicarbonate va diminuer. Et donc forcément, on peut se dire que le trou anionique va se modifier. Si jamais, dans cette situation, le trou anionique augmente, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez qu'il n'y a pas de compensation. Les chlores, ici, ils restent normal et on a juste ces ions ici indosés qui vont augmenter. On se dit que cette acidose métabolique, elle va être due à des ions indosés. Donc soit une acidose lactique, une acidocétose diabétique, une insuffisance rénale sévère. Donc, dans ces situations, en fait, on a des ions, par exemple, on a par exemple le lactate qui va s'ioniser en acide lactique avec un H+, et ça va en fait provoquer une acidification. Dans toutes ces situations, c'est une acidification. Et donc, ces ions indosés, qui sont tous ces ions-là, on ne va pas les mettre dans le trou anionique, et donc du coup, le trou anionique, il va augmenter. Deuxième situation, qui est la situation qui est la plus complexe et qui par conséquent demande une étape de réflexion supplémentaire, c'est lorsqu'on se place dans un trou anionique qui est normal. Si le trou anionique est normal, c'est que la chlorurie, elle a compensé la perte de bicarbonate. Et donc, à ce moment-là, on a soit un problème digestif, soit un problème rénal, comme tout à l'heure. Donc, perte digestive, ça veut dire que on n'a pas assez de bicarbonate parce que on les réabsorbe pas au niveau digestif ou ce genre de problème, ou à l'inverse, c'est d'origine rénale. Donc, comment est-ce qu'on va se demander ça? On va faire un nouveau trou anionique. On va faire le trou anionique rénal. Donc, ce trou anionique rénal, alors, je vais laisser d'un peu agrandir. La situation normale, c'est que on a les cations qu'on dose et les anions qu'on dose, comme tout à l'heure. Les cations qu'on dose, c'est toujours le Na et le Cl-, c'est les anions qu'on dose. Pardon. Donc, le NH4+, comme vous savez, c'est la manière, c'est le procédé que va utiliser le rein pour diminuer l'acidité au niveau du corps. Donc, si on regarde la proportion de NH4+ au sein des cations, on va savoir si le rein s'adapte ou ne s'adapte pas par rapport à cette acidose métabolique. Donc, le trou anionique urinaire normal, il est positif parce qu'on a légèrement plus de sodium que de chlore. Mais si on est en acidose métabolique et que c'est d'origine digestive, ça veut dire que le rein, il va s'adapter. Et donc, si le rein s'adapte, ça veut dire que le NH4+ va augmenter. Donc, il va prendre la place des sodiums au niveau des cations. Donc, le trou anionique va se retrouver négatif. C'est la situation qui est là. Par contre, si c'est le rein qui a un problème, ça veut dire que le NH4+ n'augmente pas par rapport au sodium. On va avoir un trou anionique qui est toujours positif. Et donc, on va dire que la réponse rénale est inadaptée. Donc, pour aller un petit peu plus loin dans ce cas de réponse rénale inadaptée, le prof
il donne juste ces deux situations. Soit c'est parce qu'on n'a pas assez réabsorbé de bicarbonate, soit parce qu'on n'a pas assez régénéré le bicarbonate, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez excrété d'ion H+. Donc on va faire la différence entre ces deux situations en regardant le pH urinaire. Si le pH urinaire est bas, ça veut dire que on n'a pas assez réabsorbé de bicarbonate parce que le bicarbonate n'influe pas spécialement sur le pH urinaire. Par contre, si jamais on n'a pas excrété d'H+, et ben le pH urinaire va augmenter parce que les H+, ils influent sur le pH. Ce tableau que j'ai sorti du collège, qui est peut-être un petit peu... Enfin, il fait peut-être un petit peu peur parce qu'il est un peu gros. euh, il reprend ces situations en donnant plus de détails. C'est-à-dire soit l'acidose tubulaire elle est proximale, c'est-à-dire un défaut de réabsorption, soit elle est distale, c'est-à-dire un défaut de régénération. Et ici, vous avez tous les différents dosages que vous pouvez faire. Et selon les résultats de ces dosages, vous pouvez vous placer plus dans une acidose rénale proximale ou distale. Ça, typiquement, c'est une question qu'on pourrait avoir. C'est de se demander, est-ce que si le pH il est haut ou il est bas, eh bien, l'acidose, elle est plus proximale ou distale. Vous voyez que si vous comprenez le fonctionnement, eh bien, vous allez plus facilement pouvoir répondre à ce genre de questions. Donc ce tableau, je l'ai quand même mis parce qu'il est intéressant. Je pense que les causes, on s'en fiche un petit peu. Mais voilà. Ensuite, dans le reste, c'est les diarrhées. Alors, diarrhées, je vais passer beaucoup plus vite, je vais quasiment pas les traiter parce qu'en fait, il y a juste à lire le diapo. Donc ça, c'est la définition des diarrhées. Ensuite, on va juste se placer dans différentes situations pathologiques pour les diarrhées. Soit on est sur des diarrhées qui sont liquides. Si elles sont liquides, ça veut dire qu'on va agir sur le CFTR, qui est un transporteur qui va euh, excréter du chlore. Donc si on agit sur le CFTR, du chlore va sortir et l'eau va suivre le chlore. Donc ici, vous avez différentes situations où en fait on va activer le CFTR et du coup ça va donner des diarrhées qui sont plutôt de type cholériforme. Donc d'ailleurs c'est simple à retenir parce que le choléra fait partie des causes. Donc c'est des diarrhées qui sont plus toxiniques, on les connaît et voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Maintenant, à l'inverse de ces diarrhées cholériformes, on a les diarrhées dysentériques. Ça, c'est plus entéro-invasif. La giardia, le clostridium, Escherichia coli et les maladies inflammatoires. On a une destruction cellulaire, donc forcément, c'est une destruction cellulaire. On va avoir du sang, des glaires au sein des selles. Ici, le mécanisme osmotique, c'est que on va avoir des diarrhées qui sont plus liquides parce qu'en fait, on va ingérer plutôt des éléments qui ne vont pas passer à la barrière intestinale, qui vont avoir une force osmotique, c'est-à-dire qui vont attirer l'eau. Ce sont ces éléments-là. Et les sucres en font partie si jamais on a du mal à les absorber. Donc si jamais une personne a une diarrhée très liquidienne osmotique euh, parce qu'il a un déficit en métabolisme des sucres, c'est tout à fait possible. Donc ça, ce sont des conséquences. Une hypocalémie, pourquoi? Parce que, en fait, on n'a pas de potassium au sein des selles, à vrai dire, mais le fait d'avoir une diarrhée va empêcher la réabsorption de potassium, donc on va avoir une hypocalémie. On peut faire un lien avec l'hypocalémie qu'on a vu tout à l'heure, c'est comme ça qu'on a une hypocalémie d'origine digestive. Donc on se rappelle dans le cas d'une alcalose métabolique avec une chlorurie qui est basse. Donc acidose métabolique parce on perd des bicarbonates et voilà, l'hydratation c'est logique. Donc rien de spécial à ce niveau-là, donc autre conséquence, je vous laisse lire. Traitement symptomatique, donc en gros il faut juste retenir qu'on donne du soluté de réhydratation orale avec du sodium, des anions et du glucose. Voilà, donc ça, encore une fois je passe vite parce que il y a pas, enfin il y a juste à lire. Donc retenir qu'il est hypoosmolaire, le soluté de réhydratation. Il est hypoosmolaire parce que s'il était hyperosmolaire, l'eau irait du corps vers le soluté au niveau digestif. Tandis que vu qu'il est hypoosmolaire, eh ben, l'eau va aller vers l'endroit qui est le plus hyperosmolaire, donc plutôt le volume extracellulaire, le compartiment extracellulaire. Donc c'est pour ça qu'il est hypoosmolaire. Donc ulcère gastro-duodénal, voilà, enfin vous connaissez. En gros, il faut surtout se dire que les causes, c'est tout ce qui va
provoquer une augmentation de l'acidification, en plus de l'Helicobacter pylori. Donc l'Helicobacter pylori, elle a cette uréase qui va permettre de diminuer l'acidité autour d'elle pour qu'elle puisse vivre. Mais d'un autre côté, cette hélicobactère, elle va envahir l'estomac, enfin la paroi gastrique, et provoquer différentes lésions, donc ça peut donner des ulcères. Donc on peut le diagnostiquer par l'uréa bref test. En gros, vu que ça donne cette réaction, on va marquer les différents éléments pour à la fin mesurer le CO2 marqué. C'est ce qui est écrit là. On va marquer l'urée. L'urée va être métabolisée par l'uréase de la Helicobacter pylori. Et puis après, c'est du CO2 marqué qu'on va détecter. Donc l'aspirine, on sait, ça inhibe les prostaglandines, sauf que les prostaglandines, ça inhibe la sécrétion d'HCl par ce mécanisme. Donc si on inhibe ce qui inhibe la sécrétion d'HCl, ça fait plus d'HCl, donc plus d'acidité, donc plus d'ulcères. Les traitements, les voici, et les complications. Donc voilà, je suis passé vite sur la fin parce que il y a juste à lire le diaporama, et puis franchement, c'est moins difficile à comprendre que la partie rénale. Et voilà, j'espère que vous avez compris quelques petites choses. J'ai beaucoup toussé.